Mon très cher cueilleur de roses, de Christian Chavassieux, chez Phébus. J'oublie des choses. J'en recrée. Je ne sais plus exactement comment se sont déroulées ces premières heures à Malvoisie. Malvoisie, ma maison, devenue mon atelier, ma voix, ma cause, ma substance. Autant que j'entrais en elle, elle se fichait en moi. Je passais le portail, j'allais muette à la découverte de ce qui serait une autre façon de me dire. Des murs pensifs, des pièces lumineuses et saines, de larges espaces et des recoins propices. Un verger propre et fécond, un potager abondant, un jardin éclaboussé de roses. Alentour, une campagne que je jugerais inquiétante un jour, mais qui, lors de mon arrivée, m'offrait son caractère ouvert et chantant. Est-ce long? Est-ce court? Il se passa des nuits, des aubes, des veilles, des repas solitaires dans les pièces encore démeublées et sonores. Et puis un matin. Je me penchai à la fenêtre, bol de café en main, pour respirer le tapage de l'air, la vulgarité de juillet, les sucs exhalés par le jardin sous la pression du jour. Sonder la couleur de la rivière en contrebas qui creuse son vallon depuis avant l'humanité. Je réalisais alors que j'avais fait cela sans m'arrêter sur la nouveauté de l'instant. J'étais chez moi, à Malvoisie. Je fis connaissance avec ma voisine, Michel, une retraitée célibataire, tonique et rieuse, le jour de mon arrivée. Prévenue, elle avait ouvert le grand portail pour que j'avance ma voiture dans la cour et m'attendait avec les clés de la maison et un trousseau de conseils et consignes. Malvoisie est une ancienne exploitation agricole qui connut les riches heures de la viticulture et de l'élevage. La grosse bâtisse d'origine se vit greffer des ajouts au gré des fortunes et du goût des propriétaires successifs. Cette histoire ininterrompue sur plus d'un siècle a produit un ensemble imposant, idéalement situé au-dessus d'un vallon délicat et champêtre avec sa rivière de cartes postales. L'édifice est composé de corps massifs, faits de cette superbe pierre jaune locale, où des vies fossiles ont laissé leur empreinte. Une grande cour de terre crayeuse, ourlée de buis taillés ras qu'un tilleul vénérable anime, est délimitée par des constructions en U. Sur la gauche, à côté d'une grange vide, l'ancien cuvage a été transformé en un grand atelier, qui fait aussi appartement. Y vécurent des locataires artistes, un paysagiste puis une peintre solitaire, m'apprit Michel. Avec sa grande baie vitrée et sa hauteur de plafond, sa charpente de vaisseau de marine, l'atelier est une pièce magistrale flanquée d'une mezzanine. La salle du bas s'organise autour d'un énorme poêle à bois moderne et efficace. Je m'y suis immédiatement vue installée dans un fauteuil, devant un bon feu pour les lectures d'hiver. En face de l'atelier, de l'autre côté de la cour, d'anciennes dépendances avaient été aménagées et rénovées. Feu, Jacques Royan, l'homme à qui je devais Malvoisie, les louait aux travailleurs saisonniers, aux touristes. Le notaire, chargé de la succession, m'avait rassuré. Elles étaient libres à présent. « C'est idéal pour accueillir de la famille ou dépanner des amis », me dit Michel en me précédant. Ce seul appartement de dépannage, avec ses 5 pièces modernes et fonctionnelles, triplait la surface du loft parisien, ruineux, que je louais depuis des années. J'imaginais aussitôt y inviter des amis pour les vacances. Mieux, en ouvrant la baie vitrée de l'atelier ou la grange qui le jouxtait, on pouvait organiser des petits concerts débordant sur la cour, des lectures publiques sous le tilleul. Des lendemains s'arrangeaient malgré moi dans ma tête. J'ai tenu très peu des promesses que je m'étais faites alors, je l'avoue. Face au portail et sa grille ceinturée de glycine, le bâtiment principal de calcaire jaune occupe tout le fond de la cour. Je me suis à peine habituée à ces dimensions aujourd'hui. Ce jour-là, j'étais abasourdie. Les photos transmises par le notaire, sur lesquelles je m'étais attardée, les plans,
les données chiffrées qui auraient dû me permettre d'appréhender l'ensemble, m'avaient tout juste préparé. C'était beaucoup plus grand que je l'avais cru. Je comprenais la rage des enfants royans de voir leur échapper un tel domaine. Pour entretenir tout ça, je devinais aussi que l'argent laissé par mon amour d'autrefois n'était pas qu'un geste de générosité superflu. C'était la somme précisément calculée pour que Malvoisie fût juste entretenue. Un instant, j'ai ressenti un léger découragement, vite balayé. « Allons, tu ne vas pas regretter ton réduit parisien, me disais-je. Quelques années ici pour écrire au calme. Quand tu en as assez, tu vends, ou tu cèdes aux enfants de Jacques, héritier plus légitime que toi. Pourquoi pas? Et tu reviens à la capitale. » Nous sortîmes de l'appartement pour regagner la cour. Depuis l'ombre du tilleul, Michel embrassa d'un geste la bâtisse principale qui nous toisait. « Cette partie a plus d'un siècle. Monsieur Royan a fait des travaux pendant des années. Vous allez voir. » Une grande façade trouée de fenêtres rectangulaires, des proportions parfaites. Un étage en plus du rez-de-chaussée et, là-haut, des chiens assis qui bossellent à intervalles réguliers la couverture de tuiles vernissées. L'aspect ancien, volets et balcons central en fer forgé, scrupuleusement restitués. La moitié de la façade couverte d'un lierre épais, où loge une colonie de passereaux. Ce matin-là, le soleil oblique dorait un triangle de pierre. À notre approche, les oiseaux fusèrent du lierre avec la dynamique d'une déflagration. Je fus foudroyé d'amour pour ce lieu. Michel m'aida à ouvrir les volets. La lumière entra dans les pièces. Vestibule, amorce d'escalier. Grande salle avec cheminée, et quelle cheminée! Ouverte, opulente, puissante, de pierre, de ferraille et de calcinations accumulées par les générations. La carrure d'une antiquité romaine. Elle n'avait rien abandonné aux décorateurs experts en agencement minimaliste. Ils avaient dû composer avec la majesté du monument, avaient plié sous son empire. Or, cet hôtel à 4 pilastres, aucun meuble, à toi d'imaginer. Les enfants de Jacques avaient emporté tout ce qui avait échappé aux précisions du testament. Sûrs que je ne m'insurgerais pas. Ils avaient raison. Puis, une vaste cuisine dont mon œil d'historienne autodidacte perçait les artifices. Rien n'était d'origine. Cette seule pièce, encore meublée, reconstituait le type d'une maison bourgeoise du XIXe siècle. On pouvait facilement imaginer un cortège de domestiques s'y afférents. Un monumental piano, une large table centrale. Des gitans l'avaient volée. Monsieur Royan l'a retrouvée, me confia Michel Sansillé. Vaisselier et autres meubles massifs d'époque. Pensée ainsi par mon bienfaiteur, elle était restée en l'état. Peut-être que Jacques avait défendu qu'on y touche. Bien sa fille et son fils, lancés dans une bataille fratricide à propos d'autres aspects de l'héritage, ne s'étaient pas occupés de la faire démonter. Et sur la table, un panier en osier, plein de poireaux, courgettes, aubergines. Je remerciai Michel, croyant à une délicatesse de sa part. Elle ne releva pas, peut-être un peu dure d'oreille ou concentrée sur ce qu'elle ne devait pas oublier de dire à propos de la maison. Quand je pense à Malvoisie, je vois cette cuisine. Elle exprime le lieu. Grande, elle invite à la modestie. Meublée à l'ancienne, elle inspire le travail fait avec soin, avec dignité, et elle convient à la plupart des activités d'une journée. Lecture, écriture, cuisine et repas, méditation par la fenêtre. Par conséquent, je néglige le bel atelier dont je m'étais figuré un usage presque exclusif. Au fil des jours, Malvoisie a imposé ses usages, détourné mes premières envies. Mes heures se distribuent dans l'espace de quelques pièces, dont celle-ci. Il y avait encore cellier, chambre, salle de bain, bureau, bibliothèque, vidée, hélas, parois de rayons dépeuplés par les héritiers dépités. Michel renonça à m'entraîner partout. D'ailleurs, elle ne connaissait pas vraiment la maison.
Un assistant du notaire lui avait juste confié les clés. Elle lesta ma main du lourd trousseau qu'elle avait porté jusque-là. « Vous visiterez le reste toute seule, comme une grande, hein? Pour la chaudière, l'eau et tout ça, vous verrez avec Antoine. C'est lui qui vous a déposé le panier du jardin. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez du pain pour ce soir? » J'avouai que je n'en mangeais pas. Ma voisine cacha mal son étonnement. Je crois que cette incongruité a décidé de nos relations futures. Amicale, bienveillante, avec la distance qu'on doit aux excentriques. Que je savoure le pain aujourd'hui, que j'en mange trop, que j'en fasse et que je lui en offre, n'a pas dévié Michel de cette impression inaugurale. Il y a un jardin? Car l'information ne m'avait pas échappé. Je me voyais déjà vivant en autarcie. Négligeais en passant mon incompétence. Je n'avais fait pousser jusque-là que des tomates cerises sur un balcon. Michel me désigna la fenêtre de la cuisine qui donne sur le jardin et au-delà du vallon. « Par le couloir !» Elle orienta son geste pour que je devine, derrière le mur opposé de la cuisine percé d'une porte, un passage qui ouvre sur l'arrière de la maison. « Sinon, on passe là-bas !» Elle évoquait tout aussi symboliquement la traversante que je connais bien aujourd'hui, qui crée une coupure entre la bâtisse principale et la partie où se trouve le grand atelier. Une verrière couvre ces quelques mètres et relie les deux corps. Par là, on passe derrière la maison, on aborde alors les marches d'un verger, une prairie en pente douce qui s'ouvre sur la campagne, surplombe les méandres de la jolie rivière appelée Roncine. Et entre les alignements de poiriers, pommiers, cerisiers, pruniers et pêchers, enserrés dans un carré de muret gris, fermé par un portillon de bois dérisoire, le jardin. « Et cet Antoine, c'est qui? »« Oh, il va sûrement venir vous saluer demain. Là, c'est trop tard. Il passe tôt le matin. C'est Antoine Servin, un retraité. Le propriétaire le payait pour entretenir et faire de petits travaux. Il a continué le jardin, pour sa pomme. C'est un peu comme chez lui ici, à force. » Elle vit que je tiquais. Je n'avais pas envie de fréquenter un bonhomme collant, un type qui considère Malvoisie comme sa résidence secondaire, qui soit là tous les jours, épie mes habitudes de citadine, dont il n'était pas difficile de supposer qu'il les jugerait exotiques. J'avais assez bouffé de soucis de voisinage, en ville, assez espéré le calme de la campagne. Ma première motivation, le fantasme de tant de méconnaissances, pour ne pas m'inquiéter de ce détail glissé par Michel. Sur le net, j'avais ausculté les images satellites. Émerveillé, j'avais zoomé sur les rectangles pixelisés censés représenter Malvoisie et estimé que les premiers voisins étaient à bonne distance. La plus proche, la maison de Michel, est à 400 mètres. Autour de chez moi, des prés, un bois, la rivière, le vallon, encore des prés. Les mammifères les plus proches seraient des vaches, et je me réjouissais d'avoir avec elles des conversations télépathiques. Le discours de Michel se superposait à mes pensées, approfondissait mon malaise. Il était là avant l'arrivée de Claire, la peintre. Vous savez, celle qui louait le bel atelier. Claire, c'est une gentille, une forte, une généreuse. On l'adorait. Elle mangeait sûrement du pain. J'oublie des choses, j'en recrée. Je me souviens qu'il y avait Michel. Je sais qu'Antoine était absent, que sa présence se manifesta par cette corbeille d'osier regorgeant de fruits et légumes. Midi s'annonçait, les déménageurs n'étaient pas arrivés. Je sortis, poussai le petit portillon bleu en notant qu'il avait été repeint récemment. Le potager trahissait un travail de professionnel, de l'ancienne école. Sans doute épaulé par des chimies redoutables. En tout cas, c'est ce que je croyais, n'ayant aucune notion de ce que peuvent donner une vigilance quotidienne et une excellente technique. Pas d'herbes rebelles, tout y était propre et aligné, les plantes hautes aux feuilles larges, les roses épanouies. J'entendis un caquettement, tout près. Dans un enclos grillagé, des poules, un groupe blanc et roux. J'étais ébloui.
parodie de Parisienne en visite au salon de l'agriculture. Tout est moustillé par des volailles bien vivantes, en plumes et crêtes, avec leurs mouvements de tête syncopés et comiques. Je les interpellais, discutais un peu avec elles, tout à fait consciente de mon ridicule et heureuse de m'y adonner. Au fond du verger, en limite de propriété, je découvris 3 ruches. Amoureuse du lieu, c'est peu dire cette fois, le coup des ruches, ça a été définitivement un vertige sentimental. Mon cœur emporté. Vivre ici, être d'ici, mourir ici, habiter un lieu et le hanter. Cependant, je conservais la drôle d'impression qu'avaient faite en moi les dernières paroles de Michel. L'irruption d'un nom, la perspective de devoir compter avec une personne mieux ancrée que moi dans ma propriété, me déplaisait d'une façon profonde. Ma première nuit à Malvoisie fut perturbée par cette annonce. Il y aurait un homme, un de ces paysans du terroir butés et taiseux, voire un peu fourbes, présent chaque jour, qui viendrait m'apporter ses légumes en soulignant ses mérites, regarderait partout, donnerait des conseils, s'immiscerait. Je ne m'attendais pas à ça. Au matin, j'avais résolu de le renvoyer, avec tact, et de choisir pour le remplacer une entreprise, une association caritative ou n'importe, enfin quelqu'un de neuf, sans attache avec la maison et avec son ancien propriétaire, cet amant, quasiment évanoui dans les limbes du temps. Je n'étais pas assez naïve pour espérer m'occuper sans expérience d'un potager, d'un verger, de ruches. Il fallait quelqu'un. Les moyens octroyés par Jacques tenaient compte de cette contrainte, j'en prenais conscience. Il fallait un anonyme. Je serais plus à l'aise avec une silhouette étrangère au lieu, comme moi. C'était décidé. Dès que je le verrais, je lui annoncerais qu'il devait partir.